Et tout à l'heure, nous vous proposerons une enquête sur le marché des spas, ces lieux de bien-être qui fleurissent un peu partout en France. Mais en ce week-end de la Toussaint, partons tout de suite pour un endroit où l'on n'a pas vraiment l'habitude de flâner. Les cimetières ont pourtant autant d'histoires à raconter que les musées. Et c'est particulièrement vrai au Père-Lachaise. Il est l'un des plus grands espaces verts de Paris. On y croise les noms de milliers d'anonymes, mais aussi de célébrités comme Oscar Wilde, Jim Morrison ou encore Frédéric Chopin. Les tombes plus originales, les unes que les autres, en disent très long sur leurs propriétaires. Des propriétaires parfois bien vivants qui ont déjà imaginé leur dernière demeure. Les mystères du Père-Lachaise, un reportage découverte de Gabriel Gérin et Christophe Buchet. Une ville dans la ville, un domaine de 40 hectares. Derrière ces hauts murs se cache un trésor inestimable, le Père-Lachaise. À 8h pile en été et 8h30 en hiver, ces lourdes portes s'ouvrent sur le plus célèbre cimetière du monde. Un lieu unique où se côtoient pour l'éternité des princes, des savants, des militaires, des écrivains, des stars connues de toute la planète. Unique aussi ces dédales d'allées pavées, d'escaliers, de chemins, dans lesquels se croisent, dans ce domaine plus grand que le Vatican, des centaines de milliers de visiteurs et bien sûr, l'omniprésence des défunts. Vous prenez les escaliers et vous avez sur votre côté droit, en face, la porte principale. Vous voyez le toit, la chapelle qui est assez élevée? Oui, la grande chapelle, c'est celle-là. Elle est au columbarium. Là, c'est tout en haut du cimetière, par contre. Vous êtes à la 11e, voilà, c'est là. Donc, en gros, vous remontez cette allée, vous tournez un peu à gauche, première à droite, et vous allez voir, il y a le crématorium qui est à ce niveau-là, et là, en face, c'est la 85. Et Proust, il est dans le chemin de 2 mètres à la 85. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Sans ces panneaux, les visiteurs déambuleraient des heures à la recherche d'une tombe ou d'un des nombreux monuments du Père-Lachaise. Ceux-là, en revanche, ne se perdent jamais. Fleuristes, ébénistes, sculpteurs, marbriers, tous ces artisans sont les chevilles ouvrières du cimetière. Bonjour. Véronique et Sandrine font partie des 12 agents chargés de l'accueil et de la surveillance. Oh, c'est un beau site, c'est un beau cimetière. Oui, quand même, oui. C'est un site un peu assez prestigieux. Et en même temps, tout le monde se côtoie, quoi. C'est un cimetière très vivant, en fait. Bizarrement, c'est... Oui, c'est bien. Patrick, ancien pompier de Paris, est le chef fossoyeur. Depuis 20 ans, Jean-Louis Sachet se promène dans le cimetière, tout comme André Chabot. Il a décidé de faire du Père-Lachaise sa dernière demeure. Merlin Hollande, lui, vient visiter son grand-père, un écrivain mondialement connu. Philippe Landru, professeur d'histoire, est un recenseur compulsif. Dans la coupole du crématorium, Raphaël Tambieff officie en tant qu'organiste. Et enfin, Thierry Leroy, voilà, bonjour, est un des nombreux guides du cimetière. Merci. Et voilà pour vous. Et je vous remercie. Merci. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, nous sommes partis pour un voyage. Aller-retour. On y va. De l'humour et un bagou certain. 3 heures durant, Thierry Leroy va dérouler avec aisance la grande histoire et la petite histoire. Thierry a toujours en poche 1 ou 2 anecdotes à nous dévoiler. Avant de rendre hommage à une première célébrité, j'aimerais vous livrer rapidement les chiffres, parce que les chiffres au Père-Lachaise sont intéressants, mais surtout impressionnants. Superficie totale de la nécropole. 44 hectares. Bravo, vous avez révisé. J'ai lu beaucoup. Ah bon 44 hectares, ce qui en fait par conséquent l'espace vert intramuros de Paris le plus grand. Vous écrivez comment, vert? Oui, ben c'est comme vous voulez. Nous avons ici un peu plus de 70 000 tombes. C'est la ville dans la ville. J'aime à dire que nous avons là le 21e arrondissement de Paris.
Dommage qu'il ne puisse plus voter. Si je marche devant vous, c'est pour vous guider, mais c'est aussi pour repérer qu'on voit inhumation. Et il est tout à fait évident que j'adapterai le parcours en fonction de ce genre de circonstances. Je vous propose maintenant de rendre hommage à une première célébrité, juste là. Bien, nous sommes devant la dernière demeure de Marcel Proust. Bon, je dois vous confier que démarrer cette balade en commençant par rendre hommage à Marcel Proust est tout à fait intéressant, car il est l'auteur d'un des pavés de la littérature française, À la recherche du temps perdu. Et si ça, c'est pas un titre idéal pour démarrer une balade dans un cimetière. Bien, on avance, hein, parce qu'on a beaucoup de choses, ça va? Bon, c'est tourné. Avec un faux air d'Indiana Jones, Thierry marche d'un bon pas, suivi de 40 visiteurs. Pour 10 € par personne, il entraîne sa troupe vers la tombe d'une célébrité. Regardez le monument. Et pas n'importe laquelle. Non, moi je suis un monument hystérique, hein, c'est là. Ne soyez pas étonnés de voir des gens qui cherchent, et qui parfois trouvent. En fait, nous sommes non loin du superlatif du cimetière. Un sondage nous a révélé il y a quelques années, mais je pense qu'il est toujours d'actualité, que 80% des visiteurs qui viennent au Père-Lachaise n'ont que pour seul objectif la tombe de James Douglas Morrison. Yeah. Jim est mort à Paris le 3 juillet 1971. Il a été inhumé 4 jours après. Mesdames, Messieurs, pour assister aux obsèques de Jim Morrison, le leader du groupe des Doors, celui que l'on surnommait aussi le roi lézard. Il y avait ici même, le 7 juillet 1971, incroyable mais vrai, c'était waouh, énorme, 5 personnes. Allons voir l'ambiance morrisonienne. 27 ans. D'ailleurs, il n'est pas mort, certains disent qu'il est dans une île. Ce que je préfère dans mon métier, c'est le partage. C'est le partage avec le public. Bonjour, attention mesdames. Et c'est de transmettre dans ce partage ma passion de l'art funéraire. Alors, évidemment, le public, lui, ce qu'il veut, c'est voir des célébrités. Moi, je comprends, donc j'ai adapté mes visites en fonction d'une demande aussi. Mais mon fil conducteur, c'est l'art funéraire. Et cet art funéraire, on va en parler avec des personnages qui sont encore ancrés dans la mémoire collective, parce que ça, c'est important. Bien, nous voici devant la dernière demeure d'Alain Bachung. J'aimerais faire une nouvelle expérience. Si vous arrivez à occulter les plaques, les plantes qui sont posées sur la dalle, qu'arrivez-vous à voir? C'est un quart vinyle, et là le symbole est fort, c'est-à-dire que le vinyle est cassé. Nous sommes devant une sépulture qui a été créée au XXIe siècle, un retour à l'art funéraire. En fait, j'ai du mal à choisir le verbe entre besoin et envie de laisser de nouveau quelque chose aux générations futures, comme l'a fait d'ailleurs d'une manière magistrale le XIXe siècle, et malheureusement ne l'a pas fait le XXe siècle, que je me permets de qualifier en la matière de mortel. Le jour de ces obsèques, essayez d'imaginer quelques instants, étaient assemblés ici même plus de 40 000 personnes. 40 000 personnes sont là pour dire adieu à la môme. Une foule immense donc pour accompagner et pleurer la môme, comme pour Simone Signoret, Yves Montand ou le militant Pierre Goldman. Juchés sur les murs, grimpés aux arbres, massés devant l'entrée, avec l'espoir d'apercevoir un bout du cercueil, les admirateurs sont unis par la curiosité et la tristesse de voir disparaître leur idole. Pour éviter les débordements, il arrive même que le cimetière ferme ses portes. Véronique et Sandrine, elles, sont aux premières loges.
Chargées du bon déroulement des inhumations, elles vivent de l'intérieur ces adieux qui déplacent tant de monde. J'ai été l'agent d'inhumation de Claude Chabrol. Donc j'ai vu des actrices comme Nathalie Baye, que je ne pensais pas voir comme ça devant moi. Mais ce qui m'a touchée, c'est que je l'avais vu étant plus jeune au château de Versailles, très souriant, il avait un air bonhomme comme on dit. Et j'aurais jamais pensé que des années après, j'aurais été son agent d'inhumation. T'as appelé l'agent de la 72 ? La 72 pour secteur. Tu as de la famille qui est sur place. Il y a 2 voitures, dont une voiture, une Audi noire. C'est celle que tu recherches. Il y a à peu près 10 personnes. Donc là, on va avec ma collègue, on va faire la recherche du convoi qui a lieu à 15h45. 3 de la 59 et 13 de la 4. Donc là, on est dans la 58. La 59, elle est derrière nous. Et là, c'est la 4e division. 9, 10, 11, 12 et 13. Donc c'est celle-ci. Là, on va regarder le numéro de concession s'il correspond. C'est 99 PP de 1982. Donc c'est derrière, et c'est bien ça, 99 pp de 1982, oui, c'est ça. 3 cases. Donc 1, 2 et 3 cases, oui, c'est bon. C'est vrai qu'au début, ça m'a fait très bizarre, quoi. Surtout quand, justement, on va vérifier un caveau la première fois. En plus, le caveau était profond, donc j'ai eu le vertige, sincèrement, dans les 2 sens, quoi, ça m'a... Et puis après, on se dit, mince, c'est des cercueils, voilà, il y a des gens... Bon, finalement, après, comme on dit, on s'y fait, quoi. Et il y a les anciennes qui comme Véronique, qui nous expliquent les anecdotes, les choses, pour rendre les choses un peu plus simples, qui nous expliquent le lieu aussi, voilà. C'est pas qu'on s'y habitue, mais on y est confronté, voilà, on y est confronté tous les jours, donc ça fait moins peur qu'avant, c'est vrai. Moi, ça va faire bientôt 16 ans. Oui, depuis juin 99. C'est une ancienne, très ancienne. Non, pas très ancienne. Il y en a qui sont ici, qui sont beaucoup plus... Il y a beaucoup plus longtemps qu'ils travaillent ici. Ça va faire 7 ans en avril. Je suis arrivée en 2008. Mais Véronique et Sandrine ne sont pas seulement les témoins des grands départs pour l'au-delà. En parcourant leur vaste domaine, elles voyagent dans l'histoire. Et lui, c'est un martyr. C'est un martyr de Kurdistan, indépendant et libre. Au détour d'un chemin, du haut d'un escalier, l'histoire est partout. Le Père-Lachaise est dépositaire de notre mémoire qui rassemble en ce lieu gloire et mystère de ses héros, martyrs, savants, écrivains et soldats. Une ode sans fin, parfois ponctuée de moments empreints de légèreté. Ben là, c'est là où il y a les monuments, là, tu sais, pour les Tchécoslovaques. Le bateau, au niveau du bateau, ouais. Il m'a appris beaucoup au niveau de l'histoire. Vous allez avoir une cérémonie des francs-maçons, vous allez avoir un autre jour une cérémonie en l'honneur d'anciens combattants, et vous vous retrouvez avec des gens avec qui j'aurais jamais pensé me retrouver. En fait, je me suis retrouvée au milieu de militaires russes, des hauts gradés. Et j'ai encadré et qui me demandent de venir boire avec eux. Donc j'ai refusé dans un premier temps, mais après on refuse pas longtemps. Donc je me suis joint à eux, mais vous voyez, vous êtes dans des situations des fois c'est cocasse, quoi. J'aime bien, c'est quand il y a de la musique, moi. Il y a des fois, une fois c'était de la porte principale jusqu'à l'inhumation, elle avait lieu dans la 58, où il y avait une fanfare qui suivait, ils faisaient de la musique de la Nouvelle-Orléans, un peu le même style. Donc c'est joli, quoi. C'est des beaux enterrements quand c'est comme ça. La musique, celle qui accompagne le dernier voyage. En voilà le maître, Raphaël Tambieff, un autre amoureux du Père-Lachaise. Professeur au Conservatoire international de Paris, il officie depuis 36 ans au crématorium du cimetière, le plus grand de France. Un poste où se mélangent des sons, des croyances et des émotions. C'est un poste unique. C'est un poste unique parce que c'est dans un cimetière, dans un monument historique et dans une architecture où il se passe que des choses pas très gaies.
J'ai mis quand même une année à venir à l'idée de travailler dans un cimetière, d'aller jouer de l'orgue dans un cimetière. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'ici j'ai acquis la tolérance, voilà, avec des microcosmes de la société, des manières de penser, des religions, des partis politiques. Quand il y a des anarchistes qui viennent, eh bien on joue le temps des cerises, on joue l'international. Une fois j'ai joué l'international ici dans une salle qui était absolument archi pleine. Eh bien, je vous assure que toute la puissance de l'orgue suffisait à peine à accompagner ce chant. Et j'avoue que j'ai eu de l'émotion. Mais quand nous avons des cérémonies bouddhistes ou hindouistes, nous avons aussi de la musique tout à fait appropriée pour ce genre de cérémonie. Monsieur le roi, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Comme tous les inconditionnels du Père Lachaise, Thierry Leroy en fait la promotion et distille sa passion. Voilà. Bon, j'espère qu'on aura un petit peu de monde aujourd'hui pour découvrir le cimetière. En espérant. Je suis tellement content. Dimanche, il y avait du monde, il y avait pas mal de voitures dimanche. Ouais. Il y avait du monde dimanche. Ce sont les vacances en ce moment. Ouais. Moi, je suis jamais rentré. Hein. Si, je suis rentré une fois pour aller à la brocante dans la rue de la Roquette. Je traversais de porte à porte. Comment ça, vous n'êtes jamais rentré? Et je les vois toute l'année, les gens qui bossent au cimetière. Je fais des enterrements toute l'année. Puis j'ai pas dit, tiens... Et vous savez que j'ai la famille qui est enterrée là, moi. Je vous l'avais dit, ouais. Ouais. Mais je sais pas où ils sont. Ah bon? Les pauvres, depuis le temps, il y a au moins 60 ans qu'ils sont là-dedans. Hein. Bon, mais vous êtes sûr qu'ils sont encore là? Mais j'ai un avantage. Parce que comme j'habite l'arrondissement, je serai enterré là. Oui, vous êtes prioritaire, c'est ce que je veux dire. Vous pouvez dire, le garçon du Ramus est enterré là. Il est terrible, hein? Mais après la visite, ils viennent manger la plupart. Oui. Ils me disent, oh c'était bien, c'était bien. Ah mais je sais bien. Ben voilà. C'est vrai qu'il y a des bons retours. Voilà. Et moi, ce que je souhaite, c'est changer la vision des gens. Certes, un lieu où on peut pleurer des membres de sa famille, mais un lieu aussi où on peut faire un voyage dans le temps, dans l'histoire. Et c'est ça mon objectif, c'est que tous les cimetières de France et de Navarre et du monde vont vous apporter un petit moment de la culture du pays, de l'histoire du pays. Et là, au Père Lachaise, c'est un grand moment de l'histoire de Paris et de la France. Comment avez-vous eu cette passion? Comment en êtes-vous arrivé là? Ah ben ça, c'est quand j'étais tout gamin. J'avais une dizaine d'années, 10-12 ans, et j'allais voir ma grande-tante. Et pour aller voir ma grande-tante, j'étais obligé Enfin, j'étais obligé. Non, au plus court, il fallait que je traverse un cimetière. C'était plus rapide. C'était le grand cimetière de la Bouteillerie qui est à Nantes. Et donc, ben voilà, et ce qui m'a intéressé, c'est que je voyais des statues, je voyais des bustes, je voyais des tombes, il y avait des choses de gravées, donc ce qu'on appelle les épitaphes. Et à un moment donné, ben j'ai même raccourci, je dirais, le temps chez ma grande-tante au retour pour pouvoir rester un petit peu plus de temps dans la visite du cimetière. Voilà, ça c'est mes premiers pas dans un cimetière, c'est à cause de ma grande-tante. Merci, parce que vraiment, c'est passionnant. Même comme ça, en deux mots, franchement, vous me passionnez. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Bien. Merci beaucoup. On doit y aller alors, je dois aller travailler. Allez, on a amitié. Oh, ben, le courage, ça va. Hein. Oui. Bonne passion. Bah oui. On y va, c'est parti. Merci. Bonne journée, à très bientôt. Dans un instant, vous allez découvrir l'étonnante tombe de Jean-Louis Sachet. Ici, j'ai donc fait construire une pyramide, tout simplement parce que j'étudiais l'égyptologie. Et vous rencontrerez l'une des personnes les plus courtisées du cimetière, le fossoyeur en chef. C'est lui qui choisit les emplacements. Il y a 2,46. Donc on peut faire 2,40.
on reprend l'emplacement pour pouvoir le refaire avec notre famille, pour pouvoir la reconsidérer notre famille. Sinon, le cimetière il serait complet depuis longtemps. Ça fait au moins 70 ans que le cimetière pourrait être complet. Au Père-Lachaise, une quinzaine de guides se partagent ou se disputent leur territoire. Les prix varient de 5 à 12 € par visiteur. Certains proposent des promenades théâtralisées, un voyage Premier Empire, un circuit romantique ou une flânerie littéraire. Un autre propose une randonnée sur les tombes d'assassinés et d'assassins. Il est évident que sur ce site qui fait 44 hectares, on est dans un village, un beau village, quoi. Et évidemment, des guides au Père-Lachaise, il y en a eu, il y en a et il y en aura. Il y a un des individus qui est venu me voir et qui m'a dit « Monsieur, vous n'avez rien à faire ici ». Je lui ai dit pourquoi. Il me dit parce que c'est mon territoire. J'ai dit pardon. Donc là vraiment je vois que je dérange. Eh bien si je dérange, eh bien je vais justement persévérer. Et j'ai bien fait de persévérer parce qu'aujourd'hui je suis encore là à partager cette passion. Une passion assurément partagée par les millions d'adeptes du grand Allan Kardec. De son véritable nom, Léon Hippolyte Denisard Rivail. C'est un enseignant lyonnais à la base, il va s'intéresser au spiritisme, il va écrire plusieurs ouvrages, dont un qu'il a intitulé Le Livre des Esprits, où il va codifier, grâce aux rencontres qu'il a eues avec tous les médiums de France et de Navarre, codifier le spiritisme, l'occultisme. Ce qui fait que sur son monument est gravé fondateur de la philosophie spirite. Alors il dit qu'il est rentré en contact avec un esprit qui lui indique que dans une vie antérieure, il était druide. Donc il va s'affubler de ce nom à consonance bretonne, Kardec, et puis du coup, on comprend mieux l'architecture du monument funéraire qui nous fait penser donc au fameux dolmen de Bretagne, des pays celtiques. Ce monument est très très fréquenté. Pour vous dire la fréquentation, c'est que on vient toucher les petits menhirs qui sont devant. Et donc, à force d'attouchement, le granit est poli. Et donc, pour polir un granit, eh bien, imaginez bien que ce sont des millions et des millions de mains qui sont venues là toucher ce granit. Voici un autre amoureux du Père-Lachaise, Jean-Louis Sachet. Il y vient tôt le matin, accompagné du chant des oiseaux. Ces deux passions pour l'Égypte et pour le cimetière sont indissociables depuis qu'une idée folle lui a traversé l'esprit. Ici, j'ai donc fait construire une pyramide, tout simplement parce que j'étudiais l'égyptologie et je trouvais qu'il était intéressant de voir si on pouvait encore, de nos jours, reproduire ce genre de construction, ce qui n'était pas ni évident ni certain, mais enfin, on y est arrivé. Jean-Louis nous invite chez lui, à 2 pas du cimetière. Oui. Tu vas voir les photos. Hein, Zita. Hein? Un projet porté à bout de bras durant 22 ans. Voilà, hein, ma cocotte. Mais la récompense est là. Sa pyramide est authentique, presque pharaonique. J'ai eu quelques embûches sur le chemin, quoi, pour trouver les matériaux, les ouvriers, les entreprises qui étaient capables de faire ça, parce qu'il y en a qui m'ont vraiment sorti des âneries. Hein. Je leur disais, je vais faire une pyramide, je ne savais pas ce que c'était. Bon, des pyramides, il y en a des tas dans le cimetière, mais elles sont toutes plus ou moins fausses ou pas, elles n'ont pas les bonnes proportions, les bonnes hauteurs. Elles sont souvent entre la pyramide et l'obélisque, elles n'ont pas vraiment une fonction bien précise. Celle-ci qui est sur une espèce de socle carré. Là encore une autre bizarre. Mais ça rappelle déjà les pyramides de la Nubie, de la très haute Égypte, des pays des pharaons noirs, Méroé. Il y avait des pyramides comme ça. J'avais 16 ans quand j'ai découvert, 16 ans passés, quand j'ai découvert l'Égypte. Et j'ai été tellement étonné de ce pays que je ne connaissais pas, des gens.
Ça m'a vraiment plu. Puis après, bien sûr, de voir ces œuvres monumentales extraordinaires, comme le temple d'Abou Simbel. C'est le premier celui-là que j'ai vu, ça m'a interpellé. Puis après, bon, j'ai eu l'occasion donc d'y revenir, d'étudier l'égyptologie, de retourner en Égypte, bien sûr, d'y habiter aussi. Donc voilà. Du pays des pharaons, Jean-Louis a rapporté une collection impressionnante d'objets dont le thème central est la mort. Une mort qu'il veut familière. J'en ai même enlevé, parce qu'avant, il y en avait beaucoup plus. Mais bon, je fais un peu de vide, quoi, parce que ça fait quand même... ça fait un peu chargé, hein, quoique dans l'appartement, je place après, mais bon. Et puis, là, au fond, il y a le fameux masque funéraire que, normalement, on met sur le visage de la momie. Tout comme dans la tombe de Toutankhamon, on voit son masque d'or, évidemment. Donc là, ce masque doit représenter le défunt jeune, beau, enfin beau, hein. Tout est relatif, je dis, mais en général, on n'attend pas que le défunt ait 90 ans, soit complètement foutu pour faire le masque. On le fait en général quand il est plus jeune. Voilà. Je l'ai fait il y a 20 ans. Hein. Bon, ça ne mange pas de foin. Hein. On glisse ça dans le cercueil, allez hop. Voilà. Laissons les rives du Nil, car le Père-Lachaise semble s'être approprié l'imagination fertile de Jean-Louis. Mais cette terre des morts est aussi une terre propice à l'ouvrage de la nature. Ici, les arbres poussent sans contrainte. On en dénombre 5300. 40 espèces d'oiseaux ont élu domicile dans leurs branches, et les corbeaux sont de loin les plus bruyants. Un élagueur bien harnaché grimpe à l'assaut de ce marronnier de 22 mètres de haut, sous le regard attentif du contremaître. C'est une armée de bûcherons élagueurs qui prend soin des plus beaux spécimens du domaine. Quel âge tu lui donnes pour 3,45 m de circonférence? Divise-le par 1,5. Ouais. Faut diviser 3 mètres donc, en centimètres, donc 300 machin par 1,5 et ça te donne l'âge approximatif de l'arbre. Ah bien. 3,45 m de circonférence, cet arbre-là a donc 230 ans. C'est un arbre remarquable, donc en fait il fait partie de tout un catalogue d'arbres sur Paris qui ont une intention un peu particulière. Comme je dis toujours, si seulement ils pouvaient parler, ils nous en apprendraient, ils en ont vu des choses. Donc du coup, on y fait très attention et pour nous aider, on a une mission technique au sein de notre direction qui vient expertiser les arbres et qui nous guide. Julien là, s'attache à enlever le bois mort, vous voyez. Alors pourquoi le bois mort? Parce que en fait, ça peut être vecteur de champignons, donc les maladies peuvent s'y installer facilement. Ciao. On a des arbres d'alignement qui sont bien tracés, mais aussi on a beaucoup d'arbres spontanés. Donc, évidemment, un spontané, comme son nom l'indique, il pousse où il veut, comme il veut, quand il veut. En haut, on a du bois mort. Ouais. Ah, du bois mort, il y en a. Donc là, vous voyez, les racines, elles se répandent carrément sur le sol. Et on voit qu'il commence à épouser carrément les formes des tombes. C'est fou, hein. Il y a tout un équilibre et un dosage à trouver et qui apporte, à mon avis, au cimetière du Père-Lachaise, une âme particulière. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ne viennent pas pour se recueillir au Père-Lachaise, mais qui viennent pour le visiter, comme un jardin, comme un parc. Même des gens qui viennent uniquement pour prendre les arbres en photo. Hein. Les arbres spontanés, ennemis jurés des sépultures, mais un droit sacré revendiqué par Patrick, le chef fossoyeur. Les arbres prennent de la place. Mais bon, c'est le cimetière du Père-Lachaise, on ne peut pas enlever les arbres non plus. Mais bon, c'est joli. Ah, c'est joli avec les arbres. On voit des arbres comme ça qui ont recouvert les sépultures. On est dans un site qui est magnifique. Si on commence à retirer les emplacements qui sont moussus ou qui sont légèrement un petit peu abîmés ou penchés, moi je trouve qu'on enlève l'image du Père-Lachaise, le charme. C'est presque un musée, le cimetière. Ces deux monuments-là, on ne peut pas le reprendre. Dans ce musée à ciel ouvert, l'espace est compté, car à Paris, tous peuvent prétendre à une place au Père-Lachaise. Patrick a la délicate mission de répondre à la demande.
Au centimètre près, il mesure les emplacements des sépultures à l'abandon pour les proposer à de nouveaux clients. Donc là, on est à 2,40. Il y a 2,46. Donc on peut faire 2,40. Ça part de là. Oui, un 40 là. Le terrain de 2 mètres carrés. De 2 mètres carrés. Et à côté, on fait le petit terrain, le petit cabotin. Un petit cabotin. Comme ça passe. Et on a 2 emplacements au lieu d'un grand emplacement. Oui, ça c'est génial. On reprend l'emplacement pour pouvoir le refaire avec notre famille, pour pouvoir la reconsidérer notre famille. Sinon, le cimetière il serait complet depuis longtemps. Hein. Ça fait au moins 70 ans que le cimetière pourrait être complet. Donc c'est la seule solution qu'il y a. On ne peut pas agrandir. Donc voilà, il faut reprendre les concessions qui étaient déjà à l'époque en perpétuité. Il n'y avait que de la perpétuité. C'est depuis 2003 que les cimetières intramuraux dans Paris ont fait des concessions à durée déterminée. Donc 10 ans, 30 ans, 50 ans ou perpétuité. Pour 30 ans, c'est 2663 €. C'est 4186 € pour 50 ans. Et c'est 14 662,56 pour la perpétuité. Les gens ont peur encore de la mort. Je n'ai pas honte de mon métier. Il y en a qui ont honte ou qui n'aiment pas en parler, mais je pense surtout plus par rapport à certaines questions qu'on pourrait poser. Les gens croient toujours qu'on sait tout ce qui va se passer après, parce qu'on est justement les derniers à faire le lien entre les vivants et les morts. Donc on croit que... Mais on ne sait pas. On est comme tout le monde. Hein. Je n'ai pas honte de mon métier, j'en suis fier. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me plaît. Je pense que c'est ce petit contact avec les familles. Alors, souvent les gens me disent « on a de la chance ». Alors moi je dis de la chance d'avoir le terrain au cimetière du Père-Lachaise. C'est pas de la chance puisque vous avez eu un décès. Mais bon, pour eux, leur choix était de venir au Père-Lachaise, sachant qu'il n'y a plus de terrain, ou très très peu, de dire « ah ben j'en ai un », s'ils avaient gagné au loto, ça serait la même chose, quoi. Ils seraient aussi contents. Laissons le loto et le jeu car Patrick prend l'au-delà très au sérieux. Il est même attentif aux demandes surprenantes de quelques inconditionnels du cimetière qui veulent faire de la fin de leur existence un moment d'éternité. Au départ, son projet, c'était d'avoir l'appareil photo. Donc j'ai dit oui. On a commencé à chercher ce projet-là. Puis un jour, j'ai proposé en fait de mettre l'appareil photo dans la chapelle. Elle est en bordure, elle est bien placée, elle est au milieu du cimetière, sur un accès hyper fréquenté. Donc ça lui a plu, il savait très bien que beaucoup de gens verraient sa sépulture. Et c'est ça qui lui plaît, je crois que il est... je ne sais pas si vous l'avez rencontré, mais il aime ça. Monsieur Chabot est spécial. Mais j'ai adoré travailler avec lui. Voilà donc le spécial Monsieur Chabot. Sa passion, c'est la photo et l'art funéraire. Les cimetières sont ses lieux de prédilection. Sa collection de clichés est monumentale. 190 000. Même peut-être. Ce soir, un petit peu plus. Au départ, je n'étais pas du tout intéressé par les cimetières. Vous savez, beaucoup de gens disent « oh, mais tout petit déjà, je me baladais dans les cimetières ». Moi, c'est pas ça du tout. Je ne m'intéressais pas particulièrement à la mort et je n'avais pas eu l'occasion de fréquenter les cimetières lorsque, à l'âge de 30 ans, j'ai eu un certain nombre de catastrophes familiales, banales d'ailleurs, hein, mais la perte d'êtres chers. Et il se trouve qu'en particulier, il y a eu une chose très dramatique, c'était le suicide de mon grand-père, qui était poilu de la guerre de 14. Et moi, ça a été la colère. C'est-à-dire qu'il a fallu que j'aille régler mes comptes avec la société, que je rendais responsable de ce suicide. Donc j'ai commencé à travailler dans les cimetières militaires. Après avoir découvert les cimetières militaires, j'ai réalisé aussi que je suis un être mortel. Et ça a été une grande catastrophe pour moi.
j'ai eu une espèce de choc en disant mais c'est épouvantable, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi. Cette révolte contre l'inéductable va changer la vie d'André. Puisque la mort est inévitable, autant l'admettre, puis l'apprivoiser, s'en faire une amie de tous les jours. Alors André l'a tout bonnement invité chez lui et lui a même confié, non sans humour, la décoration complète de sa maison. C'est le dernier corbillard que je viens de m'offrir, excusez-moi du peu, Cadillac Fleetwood. J'en ai quelques-uns et je peux même vous montrer un corbillard Cadillac mais qui a été transformé pour les besoins de la cause pour des enterrements chinois. Alors là, toujours au niveau des corbillards, je peux vous montrer ceci. Il y a une petite astuce avec ce corbillard, je vais vous le montrer. C'est le Frankenstein qui est dans le cercueil. Et puis de ce côté-ci, vous allez découvrir une petite marionnette qui vient de République tchèque. C'est une mort quand même assez vivante. Alors là, j'ai une autre forme de marionnette, mais particulièrement animée. Je dirais même que ça, c'est la mort frénétique. Mais celle-là, elle est quand même pas trop... Elle est plus drôle qu'impressionnante. Beaucoup de gens trouvent que c'est effectivement un peu original, un peu exceptionnel. Mais moi, c'est vrai que je suis bien là-dedans. Et ça ne me fait absolument pas peur. Sa peur apaisée, André a décidé que la mort devait laisser des traces dans nos mémoires. Pour accomplir ce sacerdoce, il va, appareil photo en bandoulière, les relever dans l'endroit qu'il connaît le mieux au monde, le Père-Lachaise. Ces publications pour la mémoire sont aussi une thérapie pour cet anxieux qui refuse de disparaître totalement. C'est une forme d'exorcisme. Ça me rassure de savoir que je ne vais pas disparaître totalement et que je vais donc laisser à la fois des images, des livres, donc je ne serai peut-être pas totalement rayé de la carte. Et dans la suite logique de ma recherche de l'éternité, ou essayer de se prolonger un petit peu après sa mort, il est évident que je n'allais pas choisir une tombe inconnue dans un cimetière inconnu, je ne sais pas moi, à Trifouilly-les-Oies. Le Père-Lachaise, c'est vrai qu'il est unique et il est connu dans le monde entier, mais à plusieurs titres. D'abord parce que c'est un modèle architectural. C'est aussi un modèle social parce que le Père-Lachaise accueillit des gens de toutes conditions, et non seulement les bourgeois, mais on va dire les gens des classes plus populaires. Une autre raison aussi, c'est sans doute une des plus importantes, c'est que le Père-Lachaise, c'est, je crois, le cimetière au monde dans lequel il y a plus de personnalités connues de façon absolument internationale. Et je souhaitais être en bonne compagnie. Mais bien avant que les célébrités n'en fassent leur dernière demeure, le Père-Lachaise avait connu une vie plus prosaïque. Vignoble au XIIe siècle, il fut transformé en propriété de campagne au XVe, puis en maison de repos tenue par les jésuites au XVIIe. Il faudra attendre 1804 pour que s'ouvre le cimetière. Baptisé cimetière du Père-Lachaise, en mémoire du confesseur du roi Louis XIV qui avait vécu sur le domaine, l'endroit est alors copieusement boudé par les Parisiens. Pas assez central, trop périphérique. Alors, en 1817, les administrateurs imaginent un coup de pub. Ils ouvrent les portes du Père-Lachaise à quelques grands noms de la littérature, des arts et de l'histoire. Héloïse, Abélard, Molière et Jean de La Fontaine font leur entrée au Père-Lachaise, et le succès aussi. En 15 ans, le nombre des pensionnaires passera de 2000 à 33 000. Près d'un siècle plus tard, un personnage controversé de la littérature mondiale trouve ici le repos. Écrivain irlandais, marié, père de famille et homosexuel.
Oscar Wilde meurt en exil en France. Il a 46 ans et sera inhumé en 1909 sous ce majestueux sphinx de granit. En toute saison, la pierre est constellée de baisers rouges ou roses, un culte entretenu depuis 1990 pour ce haut lieu du romantisme qui laisse perplexe le petit-fils d'Oscar Wilde, Merlin Holland. Tous les ans, je viens, j'essaie de venir pour voir en quel état le tombeau se trouve. D'un côté, c'est très émouvant de penser que mon grand-père fut quasiment chassé de l'Angleterre en 1897, exilé complètement, on ne parlait plus de lui en Angleterre, et de voir maintenant qu'il est adoré par ses fans. Mais de l'autre côté, bon, les baisers, ça dégrade le monument. Et puisque c'est un monument privé, j'en suis responsable. Donc, je peux dire que quasiment chaque baiser me coûte quelques euros. Mais c'est d'un côté émouvant, mais de l'autre côté exaspérant, quoi. Autrefois, lorsqu'il n'y avait pas la protection des vitres, il y avait toujours des petits billets doux sur le bord, là. C'est surtout un écrivain qui, me paraît-il, suivant les billets doux, qui attire les attentions des femmes. Ainsi, les baisers rouges à lèvres. Pour sauver la pierre des attaques de rouge à lèvres, le gouvernement irlandais a offert des vitres pour protéger la sépulture. Depuis 4 ans, c'est Francis qui est à la manœuvre pour le nettoyage. Monsieur Merlin-les-Hommages. Salut, bonjour. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Oui. Une fois par an. Il faudrait que vous fassiez un petit peu partie de la famille, quoi. Petit à petit, avec venir ici. Bon, ça va en ce moment, c'est pas trop dégradé. Mais vous vous sentez aussi un petit peu émotionnel devant tout cela. Vous êtes devenu, comme je disais tout à l'heure, un petit peu partie de la famille après votre intervention régulière. Bien sûr, on m'a même pris à parler tout seul, enfin à parler à Oscar tout seul. C'est-à-dire que des fois, je suis ici et je parle. Je dis, tiens, je vais t'aménager. Je deviens carrément à parler tout seul. Ce qui est bien. Je vais me mettre un petit peu au travail, comme d'habitude. Bon, il y a un petit côté souvenir. Il y a quelqu'un qui l'a mis au-dessus. Il y a un petit souvenir, je vais la laisser, c'est pas trop gênant. Beaucoup de gens ne connaissent pas votre existence, alors j'en profite aussi, très souvent, pour dire qu'il y a quelqu'un, effectivement. Peu de gens connaissent, en fait, peu de gens connaissent vraiment, connaissent ses écrits, tout le monde. Mais sa vie, en fait, il y a peu de gens qui connaissent votre existence. Il présume être homosexuel et qu'il n'avait pas de famille, mais par contre, il avait sa femme, ses deux enfants, dont mon père. Mais... Et les gens beaucoup de gens ne le savent pas. Allez, monsieur Francis. C'était un plaisir, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, bonne continuation, merci beaucoup. Au-delà d'un travail, c'est devenu un plaisir de venir entretenir le tombeau. C'est un plaisir, le cadre, le Père-Lachaise, c'est un endroit très sympa. Adolescent, je venais passer quelques moments agréables au Père-Lachaise, sans faire de bêtises, quoi, mais pour profiter du cadre, parce que c'est quand même immense. Il y a plusieurs parties, des parties qui sont rénovées et d'autres parties qui sont très anciennes avec des caveaux qui sont très fantastiques. Il y a beaucoup de choses à voir au Père-Lachaise. Et les gens sont intéressés par les personnes célèbres, mais ne prennent pas le temps de visiter le cimetière en lui-même, où on trouve des caveaux qui sont fantastiques. Dans un instant, vous allez découvrir qu'un cimetière prestigieux attire aussi des pilleurs et autres vandales. Pour pouvoir voir ce que ça représente, un vol de buste, il suffit de prendre l'image telle qu'elle était à l'origine, c'est-à-dire voilà à quoi ressemblait ce buste de Louis Thomas. Et Jean-Louis va vous présenter son projet étonnant. Moi, je trouve que l'emplacement est quasiment idéal, ça correspond tout à fait à ce que je voulais, et je suis très très satisfait. Alors on me pose souvent la question, on me dit mais ça te gêne pas de savoir où tu vas finir? Eh ben, pas du tout, au contraire, c'est presque rassurant. Depuis le 19e siècle, le cimetière du Père-Lachaise recèle des œuvres d'art qui furent commandées par des familles fortunées pour embellir la tombe de leurs défunts. Bustes, gisants, statues, plaques, ornements.
Mais ce musée à ciel ouvert attire la convoitise des collectionneurs, des amateurs de souvenirs et bien évidemment des voleurs patentés. Dans la galerie des amoureux du Père-Lachaise, Philippe Landru est bien décidé à défendre ce patrimoine exceptionnel. Il le répertorie, signale les vols et traque les pilleurs de tombes. Alors, pour bien réaliser, parce que en fait, si vous êtes un visiteur, vous vous promenez dans les allées, vous voyez ce monument, bon, vous voyez pas forcément à l'arrière qu'il est abîmé. Vous voyez cette stèle, vous faites pas forcément attention à ce verre de gris. Enfin bref, vous pouvez passer à côté de ça sans vous rendre compte de quoi que ce soit. Donc pour pouvoir voir ce que ça représente, un vol de buste, il suffit de prendre l'image telle qu'elle était à l'origine, c'est-à-dire voilà à quoi ressemblait ce buste de Louis Thomas, et vous multipliez ça par le nombre d'œuvres qui ont disparu depuis la création du cimetière. Et moi qui ai fait le repérage, je suis pas le seul, mais moi qui ai fait le repérage des œuvres d'art du cimetière, on réalise qu'il y a un petit tiers de ces œuvres d'art qui n'existent plus. Pour Philippe Landru, cette mise à sac est une insulte à la mémoire des défunts, une deuxième mort. Il est bien décidé à combattre cette avanie avec la plus grande détermination. Surtout lorsque les pilleurs de tombes montent un gros coup et dérobent le buste en bronze de Georges Bizet, le célèbre compositeur de Carmen. Ça a été l'un des 6 bustes qui a disparu en 2006. Et d'une certaine manière, pour les voleurs, ça a été celui qui les a condamnés parce que autant les autres étaient des œuvres de personnalités secondaires, autant Bizet, là, c'est comme voler une couronne sur la tombe de Piaf ou quoi que ce soit, ça se voit tout de suite. Il se trouve qu'il y a une enquête qui a été menée et moi qui ai suivi ça d'un peu loin, mais enfin, je me suis rendu compte à quel point on prenait ça tout à fait au sérieux parce qu'on aurait pu penser, se dire, il y a peut-être d'autres sujets plus importants que les vols de bustes, parce que j'en aurais été le premier déçu, évidemment. Mais en fait, vous avez une branche de la police dont c'est la mission et qui travaille, et donc qui a travaillé sur cette affaire de vol de buste et qui a fini par retrouver les responsables. Heureusement, on a retrouvé ce buste, il est maintenant dans les réserves de la conservation et se pose évidemment le problème de à partir de quel moment doit-on dire qu'une œuvre a disparu ? Le fait qu'elle soit volée et qu'elle ne soit pas retrouvée, c'est évident qu'elle a disparu. Mais même quand elle est retrouvée, à partir du moment où elle n'est pas recellée sur son site, pour le public, elle a disparu. Voler une œuvre d'art, c'est évidemment un acte délictueux comme n'importe quel vol, mais c'est aussi quelque chose de terrible d'un point de vue moral, parce que c'est priver l'humanité, le mot je crois n'est pas trop fort, d'un patrimoine qui est offert à tous dans une société où il n'y a plus grand-chose qui est offert à tous. Et puis il y a une dernière chose, mais qui est absolument fondamentale, et tous ceux qui fréquentent les cimetières le savent bien, s'il n'y a pas des passeurs qui ont existé à toutes les époques, s'il n'y a pas ces passeurs pour prendre le lieu à un instant X et le rendre à un instant Y à des gens qui viendront après nous, eh bien, il y a une somme considérable d'informations, de connaissances, de savoir, d'apports esthétiques qui vont disparaître. Mais son souci de préserver notre trésor national ne s'arrête pas aux statues et aux bustes qui ornent les allées du Père-Lachaise. Philippe Landru a également à cœur de répertorier les stèles du columbarium, 40 837 à ce jour. Derrière chaque stèle, une urne, voire plusieurs, renferme les cendres de personnes connues ou anonymes. Philippe les a recensées, photographiées et mises en ligne sur son site internet. Voilà, je viens de prendre la plaque d'André Tinzi. C'est une comédienne, André Tinzi. Elle est morte en 2004. Je crois que j'avais déjà pris sa plaque, mais vu que mon dernier grand recensement date de ces années-là, je suis pas sûr que je l'ai en photo, donc j'aime mieux m'assurer. Voilà. C'est une passion progressive. Au début, vous commencez par vous intéresser à Piaf, à Jim Morrison, et puis bon, beaucoup de gens se limitent à ça, et c'est très bien comme ça. Et puis vous, pour une raison un peu complexe, vous voulez aller plus loin, et vous allez de plus en plus dans les pas connus, même si ce sont des personnalités, parce que en fait, il y a très peu de gens qui ont une aura qui dépasse de très loin leur époque. La plupart des gens sont très vite oubliés, y compris ceux qui ont été très connus à leur époque. Il y a cette idée du refus de la mort, bien sûr. C'est qu'en refusant l'oubli des autres, forcément, sans vouloir faire de la psychanalyse, vous refusez votre propre mort, votre propre oubli. Il y a ça, il y a cette idée. Parce que finalement, c'est ça le vrai problème. C'est pas tant la mort, bon, voilà, c'est l'oubli, quoi. C'est cette idée que des gens
disparaissent de tous les radars. Et vous êtes là, alors il y a quelque chose d'évidemment éminemment vain dans tout ça, mais vous êtes là pour empêcher le radar de fonctionner. Vous êtes là pour dire non, il y a encore des gens qui s'en souviennent. À partir du moment où vous les redécouvrez et à partir du moment où vous les remédiatisez à d'autres gens, vous empêchez ce lent processus qu'est l'oubli. Et en cela, ça correspond à quelque chose qui est vivifiant pour vous-même. Voilà, c'est ça. Entre Philippe, Thierry, André et Jean-Louis, un point commun, leur passion pour cet endroit mythique. Et leur désir inébranlable d'y faire leur dernière demeure. Ça va? Ça va et vous? Ça va bien. Bon, sous un soleil un peu timide, hein, mais enfin bon. Vous allez bien? Ça va, ça suit son cours. Ça fait partie maintenant, notre monument, là, presque du parcours obligé. Moi, je trouve que l'emplacement est quasiment idéal. Ça correspond tout à fait à ce que je voulais. Et je suis très, très satisfait. Oui, quand on voit comment c'était au début. Il était dans un état, on va dire, pitoyable. Alors on me pose souvent la question, on me dit mais ça te gêne pas de savoir où tu vas finir? Pas du tout, au contraire c'est presque rassurant. Et puis comme ça vous avez pu mettre à bien votre projet, sinon... Tout à fait, sinon c'était... 9 fois décédé, on n'aurait pas pu. C'était pas possible. Non, là maintenant disons que je vais pouvoir partir l'esprit tranquille. Soulagé. Voilà, tout à fait. Vous avez le temps? Pas encore. Je ne sais pas. Hein. Par contre, ce que je souhaite vraiment, alors, c'est, comme on dit, ne pas être là quand ça arrivera. C'est-à-dire, j'aimerais ne pas m'en rendre compte. Que, ça parte d'un coup, dans un éclair, que ce soit terminé. Je pense que c'est le vœu de tout le monde, Oui, je pense aussi. Je pense. La réalisation de ce désir un peu fou n'a pas été chose facile. Quant au coût total de cette extravagance, il est largement à la hauteur de son rêve. Quand on rachète un monument comme ça, au titre de la sauvegarde du patrimoine, c'est un euro symbolique. Alors on se dit qu'il y a l'affaire merveilleuse. Seulement après, naturellement, il faut acheter le terrain qui est en dessous. C'est 12 500 ou 12 900 ? À l'époque, ça a augmenté depuis. Ça a encore augmenté. Bon, enfin disons en gros 12 500 €. Pour 2 mètres carrés basiques. Mais chaque mètre carré supplémentaire coûte 12 500 €. Donc vous voyez qu'il ne faut plus que doubler. Et puis après, il y a la déconstruction, il y a la refonte du caveau, puis il y a la reconstruction, puis il y a la sculpture qui évidemment a été faite aux Indes pour avoir un moindre coût, mais c'est quand même assez conséquent. Donc on arrive, en gros, je dirais, entre 130 et 140 000 €. Un gentil studio à Paris. Mais vous savez, ça, finalement, c'est quand même relativement modeste par rapport à ce que je souhaitais faire au départ. Moi, j'avais imaginé un monument funéraire beaucoup plus important, on pourrait dire pharaonique, dans lequel j'aurais été naturalisé. Je dis naturalisé plutôt que empaillé, parce qu'empaillé, c'est pas très heureux. Embaumé, mais même, oui, embaumé, naturalisé. Donc, continuer à être là. C'est une tentative complètement désespérée et sans doute stupide, mais c'est la mienne. Jean-Louis a la même ardeur qu'André pour tenter de prolonger son existence. Il nous conduit vers sa pyramide, perdue au cœur du cimetière. Construite en pierre ambrée de Buxy, résistante au gel, la pyramide est protégée par une lourde porte ornée d'une croix faite de 75 trous, un clin d'œil à Paris. De plus, elle possède une serrure inviolable. Jean-Louis a peint lui-même les hiéroglyphes qui ornent les murs. Normalement, je devrais être embaumé ou momifié, je ne sais pas, peu importe le terme, et puis
On verra ce que le thanatopracteur pourra faire, ce qui est légal, ce qui ne l'est pas. Enfin, le principal, que je sois conservé le mieux possible parce que ma hantise, c'est la pourriture, quoi. La décomposition, être bouffé par les asticots, non, ça me branche pas trop, quoi. Vous me direz, quand je serai là-dedans, momifié ou pas, je pense pas que je m'en plaindrai. Mais enfin, quand même. Bon, certes, je sais que certaines personnes vont dire il est mythomane, il est là. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Bon, j'ai toujours eu des maisons correctes, tout ce qu'il fallait, etc. Donc je vois pas pourquoi, merde après tout, une fois mort, j'aurais pas quelque chose d'à peu près... C'est un réconfort aussi. Le but de chaque futur défunt, c'est d'espérer rester dans la mémoire des vivants ou des amis qui restent. Ça s'arrête tout simplement là, c'est tout. Oui, ben moi-même j'aimerais beaucoup, comme mon ami André Chavot, laisser, et mon ami Jean-Louis Charles Saquet, laisser quelque chose. Attention, hein, c'est un grand scoop parce que d'habitude je ne le révèle pas. Bon, moi ce que je veux c'est un monument relativement simple. Ce que je souhaiterais c'est un monument relativement simple, un peu dans cet esprit-là, avec une dalle et une stèle arrondie. Vous voyez, vraiment l'esprit 19e siècle, dalle et stèle. Et sur la dalle, j'aimerais une esquisse du plan du Père-Lachaise, voilà, dans les grandes lignes, hein, et avec un point, vous êtes ici. Bon, voilà, non mais il y a tellement de visiteurs qui se perdent dans ce cimetière, dans ces 44 hectares, étant obsédés à rechercher la tombe de Jim Morrison, par exemple, et qui vont passer 3 heures à le chercher en passant royalement devant d'autres trésors que recèle ce lieu. Eh bien, au moins, quand ils m'auront trouvé, ils sauront où ils seront dans le cimetière grâce à ce mini-plan. Je n'ai pas envie d'être enfermé. J'ai travaillé toute ma vie à l'extérieur. Donc au moment où c'est que je vais mourir, on va me dire être enfermé dans une sépulture. Non. Chouf. Allez, aux 80. Le cimetière ferme, on ferme. Non, là c'est fermé aussi. Oui, c'est fermé maintenant, oui. No, sorry, it's closed now. Tomorrow if you want, 8 o'clock. Mañana me voy. Ah. Désolé. Non, désolé. Venons de Louvre. Non, demain. Non, désolé. C'est fermé le cimetière. Only in Morrison anymore. No, it's 10 minutes to walk. Now it's closing. 10 minutes to walk, 10 minutes now, it's 20 minutes. Oh, sorry. Lorsque les portes se ferment, le domaine du Père-Lachaise retrouve la paix. Philippe, Thierry, André, Jean-Louis et les autres seront de nouveau là, demain de bon matin. C'est un marché en pleine explosion qui se résume en une phrase latine, sanitas per aquam, la santé par l'eau, une formule désormais passée dans le langage courant sous le nom de spa. Ces lieux de bien-être proposent aujourd'hui massages, hammams, saunas et bains en tout genre. Et ils se sont installés un peu partout, dans les hôtels, mais aussi les centres commerciaux ou les campings. Un secteur où l'on trouve le meilleur, mais aussi le pire. La folie du bien-être, c'est un grand reportage de Frédéric Merget et Awa Traoré. Regardez.